ce nouvel extrait vidéo pour débattre sur les caricatures et leurs conséquences. Là, il s'agit, j'ai pris comme exemple le mouvement LFI. Écoutez cet extrait vidéo et surtout vos réactions. Pour raconter les coulisses du mouvement Insoumis, les auteurs décrivent une formation politique sous l'emprise de Jean-Luc Mélenchon. Démocratique. Oui. Les premiers meetings de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon scandait « Ne criez pas mon nom ». Ne criez pas mon nom. Et quand les gens disaient Mélenchon, ils disaient non, ce n'est pas moi. Je serai le candidat, le dernier président de la Ve République. Je vais prendre la clé de l'Élysée, je vais la jeter à la Seine. Et moi, en tant que fondatrice de la France Insoumise, j'étais là pour ça. C'est pour ça que j'étais là. On va essayer de comprendre si ça a dérivé, pourquoi ou quand ça a dérivé. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai lu aussi le bouquin. Il se trouve que je termine une grande enquête sur plus de sciences politiques, donc pas forcément avec pas tout à fait le même appareillage, donc plus d'une réflexion sur les partis politiques, où je compare la France Insoumise et la République En Marche, donc deux partis très proches, même s'ils sont idéologiquement assez opposés. Et donc, j'ai trouvé que La Meute était un bon livre, mais par exemple, un de ses défauts, c'est qu'il ne les compare pas assez avec les autres partis politiques. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression que la personnalisation serait le monopole de la France Insoumise. C'est pas le cas. Aujourd'hui, les partis personnels, il y en a beaucoup. Édouard Philippe, c'est un parti personnel. Marine Le Pen, bon, même s'il y a Jordan Bardella, qui maintenant la donne est un peu plus compliquée, mais aujourd'hui, il y a une très forte personnalisation des partis politiques, et globalement, les phénomènes de leadership dans les partis politiques et de cours sont de phénomènes de cours, le phénomène aussi de violence dans les partis politiques. Les partis politiques sont des univers violents verbalement, psychologiquement. Ça, c'est pas nouveau. Mais tous ne dénoncent pas les affres de la Ve République, ce coup d'État permanent. Oui, après, François Mitterrand, il était aussi pour la... voilà. Donc, moi, j'ai trouvé... moi, je retrouve très clairement dans La Meute... j'ai fait 90 entretiens avec des cadres de la France Insoumise. Tout ce qui est La Meute, c'est une des réalités de la France Insoumise, mais la France Insoumise, c'est pas non plus que ce qui est décrit dans La Meute. C'est aujourd'hui un parti très militant, ancré dans les luttes sociales, avec des militants aujourd'hui dévoués, des cadres chevronnés. Et c'est vrai que, effectivement, des électeurs ou des cadres de la France Insoumise qui lisent ce livre ont l'impression, en fait, qu'on ne voit le parti qu'au prisme, effectivement, d'une hyper-personnalisation qui est réelle. Très clairement, pour sans rentrer dans le détail, c'est un parti gazeux et qui est fondé sur l'arbitraire du chef. Gazeux, ça veut dire que gazeux, pas tellement structuré. Il n'y a pratiquement aucun statut, il n'y a pas de règles. On sait pas qui est le chef. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il n'a aucun titre. Il est président, coprésident de l'Institut La Boétie. Avant, il était président du groupe parlementaire député. Aujourd'hui, il n'est plus élu. Il est membre de la coordination des espaces qui se réunit le lundi. Il n'a pas d'autre titre. Et pourtant, c'est lui, évidemment, qui décide qui va être député à un endroit, qui décide, effectivement, de blâmer ou d'humilier quelqu'un à certains postes. Raquel Garrido, ce côté gazeux, c'est pas nouveau. Vous en êtes accommodé pendant des années, voire des décennies. Alors, moi, je fais partie de la très longue marche. C'est 30 ans de ma vie, Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon au Parti Socialiste et à la gauche du Parti Socialiste. Nous avions des structures, un bureau national de la gauche socialiste, des conseils nationaux de la gauche socialiste. Quand on quitte le Parti Socialiste, on fonde un petit parti qui s'appelle le Parti de gauche, où on peut adhérer. Il y a un CN, il y a un secrétariat national qui se réunit tous les lundis. On est chacun d'entre nous élus dans les instances, et voilà, on rencontre, etc. Et chez LFI. Et en fait, c'est en 2016 que nous lançons la France Insoumise, avec à ce moment-là une idée qui est de prendre acte de l'échec en fait de la social-démocratie en Europe et de la forme partisane aussi, et de l'épuisement de l'idéal du Parti communiste dans le contexte de la décrédibilisation du format parti. Et donc, du coup, nous inspirons pas mal de l'Amérique du Sud. Et là, je n'y étais pas pour rien, c'est vrai. On regarde et on se dit, c'est possible d'avoir des nouveaux instruments politiques qui viennent de façon assez rapide faire irruption dans une scène politique. Et donc, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui décide de tout, de fait.
Oui, et puis du coup, mais on est en format campagne présidentielle. Donc dans un format campagne présidentielle, on peut accepter que le candidat, par exemple, procède aux différents arbitrages programmatiques. Mais je rappelle quand même qu'en 2016, l'élaboration du programme, notamment par Charlotte Girard, a été l'objet de travaux très démocratiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des auditions, des contributions. Enfin, c'était en fait quelque chose, au contraire, très éclaté, très large. Et c'est au lendemain de la première campagne présidentielle que des camarades ont commencé à dire, bon, on a fait un très beau score. On a quand même réussi 19,6%. On est le premier parti de la gauche. On ne peut pas se permettre de fonctionner comme une association de boulistes. Et là, ceux qui veulent structurer, ils sont reçus comment? Fin de non-recevoir. Charlotte Girard, à ce moment-là, va quitter la France insoumise. Et puis, le sujet va être reporté suite à 2022. Dans un contexte où déjà en 2022, en fait, on fait de moins bons scores. Parce qu'au fond, il faut quand même revenir à la politique. C'est qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, pourquoi des personnes comme moi, à un moment donné, disent ça ne va plus parce que par ailleurs, la ligne ne va plus. Accepter. On y reviendra là-dessus. Je vous interromps, on y reviendra. Je reprends la main, excusez-moi. Pas démocratiquement. Non, on va. C'est pas glorieux, il nous reste du temps et vous aurez la parole encore. Mais Pierre Jacquemin, effectivement, vous avez commencé, Antoine, à l'aborder. C'est-à-dire, on a effectivement le côté gazeux. Il y a plein d'autres partis ou mouvements qui fonctionnent avec des hiérarchies plus ou moins mouvantes et avec des objets de la discorde avec moi, par exemple. Moi, j'ai demandé à pouvoir adhérer au parti. On m'a dit non. Il n'y a pas d'adhérents. En fait, si, il y a un adhérent. Il y a trois adhérents. Et en fait, c'est un parti qui reçoit 8 millions d'euros d'argent public et qui a 3 adhérents. Bon, ça, par exemple, en Allemagne, ce serait pas possible. En Allemagne, pour être destinataire d'argent public, il faut avoir des critères minimums d'organisation démocratique. Et pour moi, ça signale une absence de projet démocratique pour le pays. Parce que la démocratie, ça s'exerce. Vous faites le lien. Antoine, vous vouliez intervenir? Oui, parce que tout ceci, il faut bien comprendre que la France insoumise est un mouvement gazeux sans adhésion directe et ainsi de suite, au nom d'une chose. Au nom de l'efficacité électorale. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de dévotion bien connu au chef Jean-Luc Mélenchon, la part de fascination pour un tribun qui est capable, je me souviens de discours à Toulouse à la prairie des filtres, il est capable comme ça de vous envoûter une assistance. Mais par ailleurs, l'efficacité électorale. Et sur ce point, les insoumis, de bout en bout, tiennent bon et y compris renvoient les journalistes dans leur but dès lors qu'on leur donne des leçons d'efficacité électorale. Parce que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle, parce que si l'on prend les derniers résultats aux élections européennes, ils n'ont fait certes que 9%, mais pour un parti à la gauche de la gauche comme ils le sont, ils partaient de 6% avec Manon Aubry précédemment, donc plus 1 million de voix. Donc ils y voient systématiquement, et il y aurait vraiment beaucoup de nuances à apporter à ça, mais en tout cas ils y voient systématiquement, les insoumis, la démonstration de ce que leur méthode fonctionne. Autoritaire, peut-être, caporalisé tout le temps, mais en tout cas, ça progresse dans les urnes. Ce qui n'est pas faux, concrètement. C'est un parti qui est aussi adapté aux institutions de la Ve République. Et d'ailleurs, c'est la rhétorique des cadres insoumis. C'est qu'en fait, ils disent aujourd'hui, on a un obstacle à franchir, il faut gagner cette élection présidentielle qui est le verrou de la Ve République. Pour gagner cette élection, il faut être efficace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Alors, je reprends les éléments de langage de la France insoumise. Il ne faut pas se perdre, effectivement, en narcissisme interne, en congrès nombriliste. Alors, on voit en même temps, le PS vient de terminer son congrès, c'est quand même pas un modèle, ça n'a pas été un modèle de délibération. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, le problème de la France insoumise, la France insoumise, il n'y a pas de contre-modèle en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui l'idéal partisan, l'idéal d'une organisation qui fonctionne, qui est efficace. Et effectivement, la Ve République impose qu'il y ait un chef. Alors, et il y a quand même le programme, Raquel l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même cette idée qu'il y a un socle programmatique à la France insoumise. Alors, on peut aussi ça pose plein de problèmes ce socle, parce qu'il a quand même... Les orientations de la France insoumise ont quand même changé sur la laïcité, sur l'Europe. Il n'y a pas eu de congrès. Qui a décidé ces réorientations? Effectivement, le chef aussi. Donc le programme ne règle pas toute la question démocratique. On parle de la réaction des insoumis dans une minute comme promis, mais vous vouliez rajouter? Oui, très rapidement, parce que je trouve qu'il y a, pour la peine, s'il y a une erreur d'analyse, ou en tout cas un désaccord d'analyse que j'ai avec les auteurs du livre, c'est qu'ils jugent ils ont découvert que les militants n'étaient pas aussi politiques qu'on pourrait l'imaginer. Or, justement, j'ai le sentiment, en tout cas pour discuter avec beaucoup d'entre eux, y compris dans le cadre des enquêtes qu'on a pu mener avec les militants,
C'est qu'au contraire, il y a la formation d'une génération nouvelle en politique et qui a les arguments, à qui on fournit les arguments. Il y a d'ailleurs l'Institut La Boétie dont on parlait tout à l'heure qui forme l'académie militant quand même. Mais oui, mais qui produit de l'intelligence, qui produit de la pensée, qui produit de la politique. Et en ça, aujourd'hui, je trouve que les militants qui sont formés à la France Insoumise bénéficient justement d'une éducation, d'un éveil, d'un regard critique et plus que dans d'autres partis peut-être. Bah oui. Regardez ce qui s'est passé au parti. C'est pas difficile, il n'y a plus de parti en fait. Au Parti socialiste, à la France Insoumise, on a reproché, et on reproche à juste titre la question de la démocratie. Au Parti socialiste, on vient de passer un congrès, et y compris d'ailleurs chez les Verts. Hein. Vous avez entendu le début d'un commencement d'une idée nouvelle, d'un programme nouveau, de quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion intellectuelle. Il n'y a pas grand-chose. Et au moins ça, à la France Insoumise, ils y travaillent. Alors, comme promis, on se demande comment les Insoumis ont réagi à la publication du livre. On écoute la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Je n'ai pas envie de commenter un ouvrage qui collectionne à la fois des ragots et des mensonges, puisque beaucoup des faits rapportés dans ce livre sont faux, sont des mensonges. Je pourrais en citer de nombreux, y compris lorsqu'on le regarde ce livre, si on le croit, dans ce mouvement, tout le monde se détesterait. J'ai vu des passages circuler dans lesquels un tel comploterait contre l'autre, l'autre essaierait de prendre la place de l'autre. Ce n'est pas du tout ce qu'est la France Insoumise. Et d'ailleurs, dans ces passages-là, j'ai même vu des gens qui sont censés se détester, qui sont en fait amis dans la vraie vie. Et Antoine, je me tourne vers vous. Comment les Insoumis ont-ils traversé cette tempête médiatique déclenchée par la sortie de la meute? En faisant bloc. Ouais. Comme toujours, hein, Thomas, chez LFI, la bataille médiatique, c'est aussi un carburant. La mécanique est bien rodée. On allume la mèche, on s'indigne, ou en tout cas on fait mine de s'indigner des retours de flammes, et on s'en sert pour galvaniser les troupes. Les inconnus, les Insoumis en ont d'ailleurs connu d'autres. Souvenez-vous, octobre 2018, le siège de la France Insoumise est perquisitionné. Bien. Mélenchon éructe face aux policiers. La République, c'est moi. Les analystes le pensent définitivement grillé dans l'opinion publique. Et 4 ans plus tard, il frôle le second tour de la présidentielle avec 22%. Novembre 2019, Jean-Luc Mélenchon défile contre l'islamophobie aux côtés de figures controversées, proches des frères musulmans. C'est un tollé. Tant mieux si cela produit de la conflictualité, se dit-il. La polémique, c'est ce qui vous permet d'occuper les bandes des chaînes d'info télé en continu. Jean-Luc Mélenchon en est persuadé, une fois la poussière retombée, les musulmans de France, lui, sauront gré d'avoir été le premier à parler de racisme d'État. Même logique, évidemment, avec le 7 octobre. Quand le monde entier s'indigne du massacre que venait de commettre le Hamas, Jean-Luc Mélenchon, lui, refuse de parler d'actes terroristes à chaque reprise. On l'accuse de relativisme, certains le disent antisémite. Pas d'inquiétude, Jean-Luc Mélenchon recherche cette diabolisation comme un mal nécessaire. C'est cette diabolisation qui lui permet d'apparaître comme le seul défenseur de Gaza. Dans sa garde rapprochée, personne n'a besoin d'un rappel à l'ordre d'ailleurs. La règle est connue, ne jamais s'excuser, ne jamais reculer et attendre que le vent tourne pour éventuellement en collecter les dividendes électoraux. Mais attendez, à vous entendre, on a l'impression que les révélations du livre, là, de la meute, ça profite ou ça va profiter à Jean-Luc Mélenchon. Non, je n'irai pas jusque-là, Thomas, et on ne peut pas dire que la radiographie auquel se sont livrés Olivier Perroux et Charlotte Belaïch soit à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon. 52 000 exemplaires, 52 000 quand même, exemplaires vendus en 2 semaines. Pour un livre politique, c'est beaucoup, ça n'est pas rien. En coulisses, les responsables de la communication de l'AFI ont éprouvé le besoin d'orchestrer la riposte. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore raconté, mais que je vous livre. Les militants ont notamment été invités à cibler le live chat du Monde à l'occasion de l'apparition de la meute. Le journaliste, donc Olivier Perrault, répondait aux questions et les responsables de la communication insoumise ont distillé quelques question bien calibrée et bien sentie pour mettre en cause la déontologie des journalistes. N'avez-vous pas l'impression que vous participez à un harcèlement contre Jean-Luc Mélenchon? Je suis mal à l'aise avec les attaques basées sur des rumeurs et des bruits de couloir. Ne pensez-vous pas dénaturer le débat politique en le faisant de la sorte? Et surtout, ça c'est aussi une consigne qui a été donnée par le chef de la communication insoumise depuis le siège, pas de copier-coller, pas d'agressivité. L'idée c'est de nous aider. La meute numérique a fait le job de manière assez servile comme toujours. Et hier encore, chez Jean-Jacques Bourdin, sur Sud Radio, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, sans lécher les babines. On a pris 2 ou 3 points depuis la sortie du livre. Vivement la meute 2, la citadelle insoumise. Alors, qu'en pensez-vous? Vos réactions?